Le Maroc est également une destination privilégiée de plusieurs sélections nationales qui profitent de la qualité infrastructurelle et de l'expertise sportive du royaume. Et pour en parler, nous sommes avec Anas Bakhar, journaliste sportif. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et merci à vous pour cette invitation. Alors, cher Anas, en cette trêve internationale, 13 sélections africaines de football ont déposé leurs crampons sur les pelouses de Rabat, Casablanca et Marrakech pour des matchs amicaux. Que révèle donc cela, selon vous ? Premièrement, ça n'est pas nouveau que des sélections africaines viennent jouer leurs matchs amicaux, leurs matchs de préparation pour les différentes compétitions lors de ces dernières années. On rappelle que la Confédération africaine de football avait changé ses règles pour pour les stades homologués et de nombreux pays n'avaient pas justement de stade qui était disponible pour pouvoir accueillir ce genre de rencontres, ce qui fait que le Maroc en a accueilli plusieurs, que ce soit des matchs de préparation ou des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. On parle de stades comme ceux de Marrakech, comme ceux d'Agadir, aujourd'hui à Casablanca, où jusqu'à 13 sélections sont venues poser leur bagage pour jouer ces matchs amicaux. Forcément, on parle de cette disponibilité d'infrastructures de haut niveau pour les sélections, mais dans ce contexte-là, en particulier, le mois du Ramadan vient un peu changer les habitudes de certaines sélections, notamment celle du Maroc, où le football aussi vit à travers le Ramadan. On peut parler notamment du championnat marocain, la Botola, qui... Justement, oui, par rapport à cela, parce que vous venez de le dire, football et Ramadan, une formule particulière à laquelle donc les sélections doivent s'adapter. Les sélectionneurs également n'ont, semble-t-il, pas choisi le Maroc par hasard. C'est clair. En plus des infrastructures, il y a une adaptation par rapport au mois du Ramadan qui est mise en place au Maroc, et ce depuis de nombreuses années, contrairement à ce qui peut être fait en Europe ou en Amérique du Nord. On peut parler d'adaptation des horaires pour pouvoir jouer les matchs très tard, à partir de 22h, comme il se fait déjà avec la sélection A et les matchs du championnat marocain de la Botola Inouï. On parle également d'adaptation au niveau du personnel des hôtels. On parle notamment quand on parle du sport qui se fait entre 4h et 5h du matin, donc le repas du matin avant le lever du soleil. Pas mal d'hôtels permettent aux sélections d'avoir du personnel pour pouvoir leur fournir ces repas-là, ce qui n'est peut-être pas le cas, ce n'est sûrement pas le cas de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple. Ce qui fait donc que le Maroc est clairement un pays qui a été privilégié par ces sélections pour pouvoir vivre au mieux football de sélection et Ramadan. Mais également, outre le désormais célèbre Walid Regragui, plusieurs entraîneurs marocains s'illustrent aujourd'hui à l'étranger. C'est le cas d'Houssine Amouta qui a brillamment mené la Jordanie en finale de la Coupe d'Asie. Badozaki est lui au Niger. Hicham Dimi vient d'être fraîchement nommé sélectionneur de l'équipe du Bahreïn. Est-ce à dire que l'expertise marocaine peut désormais être reconnue à l'international ? Il est clair que la demi-finale du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde a été un levier pour la formation d'entraîneurs au Maroc. Vous en avez parlé, vous avez donné ces plusieurs noms, que ça soit Regragui qui a été longuement convoité après cet exploit au Mondial Qatari. Plusieurs formations, comment il a été rapproché, son nom a été lié à plusieurs formations européennes. On rappelle que lui est né en France, qu'il a joué en Europe, donc il y avait cette possibilité de le voir retourner dans le vieux continent. Finalement, il a décidé de poursuivre son parcours avec la sélection marocaine. On parle d'autres entraîneurs qui, pour le moment, brillent surtout dans le monde arabe. On a parlé de Houssine Amouta du côté de la Jordanie, avec qui il est arrivé en finale de la Coupe d'Asie, et c'est un exploit quand même pour cette sélection nationale qui était 87e avant le début de cette 87e au classement FIFA avant le début de cette compétition. On parle également, comme vous l'avez dit, Youssef Khafri, également entraîneur du Qatar FC, qui a rejoint l'international marocain Badr Benoun du côté du Qatar. On a parlé de Hicham Dmaï. Forcément, cette expertise du football marocain à l'international s'explique d'abord par, là aussi on y revient, les infrastructures. On rappelle que la Confédération africaine
de football, a posé ses bagages elle aussi du côté du complexe Mohamed VI à Marmora pour la formation du diplôme CAF Pro, qui est justement l'un des diplômes les plus importants pour les coachs en Afrique. Il y a également la mise en place des formations des CAF A et CAF B pour pouvoir avoir les diplômes d'entraîneur. D'autres internationaux marocains ont profité de ces installations-là, pour passer leur diplôme d'entraîneur. On parle d'anciennes légendes, Salah Eddine Bassel, Marwan Chemmer, qui lors des dernières années également ont tenu à passer leur diplôme d'entraîneur. Forcément, cette reconversion-là intéressante pour les anciens internationaux marocains qu'on ne retrouvait pas auparavant avec les joueurs, si on parle des années 70, des années 80, on n'avait pas encore cette question de se reconvertir en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'anciens internationaux des Lions de l'Atlas qui décident de franchir le cap et de passer entraîneur après avoir été joueur. Forcément, ça peut aider au niveau de la reconversion. La connaissance du football est beaucoup plus intéressante. Et derrière, leur permettre de briller à l'international, pourquoi pas en Europe dans les prochaines années. Anas Bakkar, ce soir, le Maroc jouera donc contre la Mauritanie en match amical. À quel genre de rencontre doit-on s'attendre ? Je pense qu'on aura à peu près le même scénario qu'on a eu face à l'Angola avec cette victoire étriquée, 1-0, on le rappelle, sur un contre son camp de David Carmo. La Mauritanie est une équipe qui est solide, qui est basée sur un collectif très 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 intéressant, sous la houlette de Amir Abdou, qui avait déjà été très impressionnant à la tête des Comores lorsqu'ils avaient fait leur première apparition en Coupe d'Afrique il y a quelques années. Aujourd'hui, avec la Mauritanie, il y a eu l'exploit de se qualifier en huitième de finale et il n'a pas été anodin parce qu'on a vu une équipe de la Mauritanie très intéressante, notamment sur l'aspect défensif. Et c'est ça que veut voir Walid Regragui, voir comment se comporte son équipe face à une équipe qui défend ensemble. On l'a déjà vu face à l'Angola, il y a eu des difficultés d'aller chercher des solutions dans ce bloc qui était très compact, très bas de l'Angola. Finalement, la lumière est venue d'une erreur défensive adverse. Aujourd'hui, il faudra voir aussi comment ces nouveaux joueurs qui ont été intégrés dans le groupe de Walid Regragui vont se comporter. On parle de Brahim Diaz, qui avait déjà été beaucoup sollicité lors du dernier match. Elias Boufret, également on peut parler de Youssef El Khadim, jeune joueur du Real Madrid qui pourrait connaître ses premières minutes avec la sélection marocaine. En tout cas, voilà, ça sera un test encore très intéressant pour les Lions de l'Atlas, d'aller voir comment chercher des failles, que ce soit par la circulation du ballon, que ce soit par des exploits individuels. Donc, à Walid Regragui de voir un peu ses premiers tests pour faire ses choix dans les prochains mois. Merci encore à vous, Anas Bakkar, journaliste sportif. Donc, la rencontre entre le Maroc et la Mauritanie est prévue aujourd'hui à 22h au Grand Stade d'Agadir.